une personne qui n'est pas encore avec nous. Et donc, une fois de plus, bonjour à tout le monde. J'espère que vous me recevez. Il y a une personne qui n'est pas avec nous, mais sans elle, on va devoir commencer notre débat. Je n'ai pas encore vu passer le camion. Je ne sais pas s'il fallait attendre un peu ou bien pas encore. Je vous souhaite tous la bienvenue dans ce nouvel salon de Saplo. Aujourd'hui, c'est le deuxième débat du jour. Comme vous le savez, vous avez vu sur la plateforme, notre thème, c'est l'union fait-elle réellement la force? Donc, avant de commencer, d'entrer dans le thème, je donne l'opportunité à chacun de faire une brève présentation de là où est, de ce qu'il fait et autres. Je commence, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je commence à me présenter. Comme vous le voyez sur mon nom, je m'appelle Zidane Elder. Je suis centrafricain, modérateur de l'association des jeunes écrivains centrafricains nommée AGEC. Et pour le moment, je suis étudiant en année de théologie et je vis en Pologne. Je suis un passionné des écritures. Moi, je publie des livres aussi. Donc, on commence par la dame qui est la seule parmi nous. On donne l'opportunité à la dame de se présenter et après les autres. Madame Clarisse, on vous écoute. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Très bien, très bien. Je suis Clarisse Siba Kalivogui. Je suis étudiante en troisième année d'administration des affaires à l'Université de Kindia. Je suis également étudiante en littérature comparée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis autrice, membre du Club international des femmes écrivaines. Je suis Miss Art Guinée et je suis très heureuse de partager cet après-midi avec vous. Enchanté de faire Je votre suis guinéenne, connaissance. je viens de la Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, ok. Enchanté, on passe à Monsieur Hervé. Si vous pouvez vous présenter. Bref. Bonsoir mon père, bonsoir à tous, chers confrères et consoeurs et amis du livre, amis de la chaîne du livre. Je suis Hervé Ayemene, je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire, je suis informaticien de formation et je suis l'actuel vice-président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, chargé du partenariat. Il faut dire que je suis très porté sur tout ce qui est partage d'expérience, tout ce qui est leadership et tout ce qui est entrepreneuriat. Merci encore à Colite pour cette opportunité qu'elle nous offre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hervé. On passe au suivant, Monsieur Mathienne, de se présenter. On donne l'opportunité. Oui, merci Zidane, merci Adrice. Salutations aussi consentielles à mes camarades ici présents, dont Hervé, mon camarade de la Côte d'Ivoire, Clarisse, depuis la Guinée-Conakry, Ali qui va juste intervenir après moi. Donc, c'est aussi l'occasion pour saluer aussi les internautes qui nous suivent depuis différents points du monde. Donc, Mathieu Cadre, c'est mon nom. Contrairement à beaucoup qui sont écrivains ici ou auteurs, je suis pas auteur, mais auteur dans d'autres secteurs. Je suis bibliothécaire et j'interviens beaucoup plus ici en tant que leader, le président d'une association APITCA, vous pouvez essayer sur Internet. APITCA, c'est l'Association des professionnels de l'information documentaire pour l'Afrique.
Le Rapid Talk est une plateforme qui regroupe, entre autres, les bibliothécaires, les activistes et les muséographes. Je suis du Cameroun actuellement, du 237, le continent. Donc, c'est de partager ce panel qui, il faut dire que c'est au cœur de la réflexion de cette édition, de cette troisième édition du SAPLO. Le SAPLO se veut un espace de deuxième des esprits, des énergies. Donc, nous sommes mieux placés pour concrétiser la vision du SAPLO qui voulait que les gens se mettent ensemble pour atteindre certains objectifs. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation et notre dernier panéliste, Ali Diaby, on vous écoute pour votre présentation. Bref. Effectivement, bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir. Je suis Ali Diaby, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis coach formateur en rédaction didactique de la langue française. Je suis polyglotte, c'est-à-dire que je parle plusieurs langues. Je parle l'anglais, je parle l'espagnol, je parle le mandarin, qui fait la promotion en fait de la culture chinoise. Et je suis cofondateur de l'entreprise VideoCirque qui est représentée à ce jour dans 5 pays, dont le Canada, le Togo, le Cameroun, la Guinée-Conakry et bien évidemment la Côte d'Ivoire. Nous sommes spécialisés dans le secteur de l'édition et de la transformation numérique. Et notre mission en fait est de distribuer le savoir et la connaissance. Et nous offrons une application de soutien scolaire à la promotion des langues africaines au croisement de l'intelligence artificielle. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, je vous souhaite encore la bienvenue. Merci pour vos différentes présentations. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre union. Comme nous sommes déjà là, nous formons une union et on verra si cette union fera vraiment une force. Si nous serons vraiment unis, notre départ consistera une force pour ceux qui sont avec nous et pour ceux qui nous suivent. Sans plus tarder, je vais lancer le débat à travers cette première intervention ou bien cette première question que je vais poser à la dame qui est parmi nous. Comme on donne toujours peut-être la priorité aux demoiselles de s'exprimer en premier, c'est ça que impose la culture. Alors, si je vous pose cette question, mademoiselle Clarisse, si je peux me dire, qu'est-ce qui selon vous est l'argument principal, le plus puissant pour défendre cette idée que l'union fait réellement la force, selon vous? On vous écoute. Oui, bien sûr. J'espère que vous me recevez bien. Pour moi, je ne dirais pas un argument. Le seul et le premier mot que je peux placer, c'est la cohésion. Parce que c'est le mot que je trouve le plus utile à placer dans ce sens-là. Parce que sans vraiment la cohésion, sans vraiment le sens propre, la cohésion dans son sens propre, on ne peut pas parler d'union dans le monde littéraire. Je vais prendre un exemple aujourd'hui. Nous sommes réunis justement parce que nous sommes en cohésion. Nous avons accepté de travailler ensemble. Nous avons accepté d'intervenir ensemble. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans ce direct. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans ce panel. Donc pour moi, le mot que je peux placer en première position quand on parle d'union, je parle d'abord de cohésion, d'acceptation, de volonté. Ok, merci beaucoup. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention. J'espère que les autres aussi ont suivi l'intervention de Clarisse. Pour elle, c'est la cohésion et l'union vient après. Donc, sans la cohésion, il ne peut pas avoir l'union. Voyons voir si M. Hervé est d'accord avec ces propos de mademoiselle Clarisse. Qu'est-ce que vous en dites, M. Hervé? On vous écoute. Merci beaucoup. En fait, je me demandais où est-ce que je pouvais lâcher un pouce pour dire que je suis totalement en adéquation avec ce que la consoeur vient de dire. Effectivement, lorsqu'on se met en unité, lorsqu'on se met en union, on développe une certaine cohésion qui nous donne justement de la force. Moi, j'ai envie de parler même de légitimité. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on est seul dans son domaine d'activité,
on a sa voix qui ne porte pas assez. Alors que lorsqu'on est en groupe, on a la possibilité de faire entendre notre voix. Et ça nous donne systématiquement de la visibilité et ça nous donne de la crédibilité. Voilà. Donc, je suis totalement en phase avec elle. Au-delà de la cohésion, il y a aussi la visibilité parce que c'est un peu comme les brindilles d'un balai. Individuellement, elles peuvent être brisées, alors que collectivement, ce sera un peu difficile, très difficile même, je dirais. Voilà. Donc, je suis totalement en phase avec elle. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, pour vous, en plus de la cohésion, on parle de la légitimité et de la visibilité qui va nous donner une visibilité pour que nous puissions être une force. Donc, c'est cela. Et notre dernier intervenant tout à l'heure, je vois Monsieur Ali. Qu'est-ce que vous en dites? Pour vous, est-ce que l'argument que vient d'annoncer ici Mademoiselle Clarisse et Monsieur Hervé, vous êtes d'accord avec eux, disons? Oui, oui, absolument. Je suis 100% d'accord avec mes prédécesseurs. Voilà, j'aime cette citation d'ailleurs même qui dit que seul on va vite, voilà, et ensemble on va plus loin. Et je pense que ça colle carrément avec l'idéologie ou les propos de mes prédécesseurs. Il va sans dire qu'il est vraiment important en fait de savoir que lorsque on est dans un domaine d'activité, on a vraiment besoin d'accord de pouvoir bien sûr voilà, se coller en fait à des personnes en fait qui ont déjà fait leur preuve et voir comment est-ce que de façon stratégique en fait on puisse essayer vraiment d'apporter vraiment cette touche-là et essayer vraiment de se créer d'accord une niche et voir comment est-ce que ensemble on puisse vraiment apporter un plus vraiment au rehaussement en fait voilà on va dire d'une mission ou bien on va dire d'un objectif en fait qu'on veut atteindre. Et je pense que cette thématique vraiment est très importante et cela vraiment colle vraiment à tous les domaines d'activité, que ce soit une association, que ce soit une entreprise qui veut vraiment essayer vraiment de pouvoir de se positionner. Donc, je partage carrément en fait le point de vue de mes prédécesseurs. Ok, d'accord. Merci à vous aussi pour votre. Je vois que peut-être que vous êtes déjà en bonne union parce que vous partagez les avis des uns et des autres. Donc, vous êtes vraiment en union. Et notre dernier intervenant, Monsieur Mathieu, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes en union avec les prédécesseurs ou bien vous êtes en désunion avec eux concernant cette question? Oui, merci Zidane pour la parole donnée. C'est justement inscrit dans cette même logique, donc au-delà de la cohésion, qui consiste à se mettre ensemble en faisant les choses de façon coordonnée. Je vais beaucoup plus aussi mettre l'accent ici sur la vision parce que c'est très important puisque nous parlons d'association littéraire ici. Ce qui fait le fondement d'une association, ce sont ces textes. Ce sont ces textes fondateurs. Donc, on dit association, on a créé, on a mis en place des fondements. Et ceux qui rejoignent ces fondements-là veut dire qu'ils adhèrent à la vision. Donc, une fois qu'on adhère à la vision, ça veut dire on partage un certain ensemble de choses. Donc, le fondement d'une union, ça devrait remettre la vision. C'est-à-dire, on sait où est-ce qu'on vient, on sait qui nous sommes et on sait aussi d'où on va. C'est vrai que ça ne marche pas toujours, surtout dans notre contexte où nous devons parfois tendre la main à ceux qui ne nous sont pas toujours favorables avec notre vision. Mais on a parfois besoin aussi de faire souvent des collaborations, pas toujours dans le sens qui nous est bénéfique, mais dans le sens d'atteindre des objectifs. Sinon, la vision commune reste quelque chose d'essentiel dans la mise en scène de l'union. Merci. Merci. Je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour de tout le monde sur cette première question et je vois que les visions sont à peu près les mêmes avec un peu plus de précision de la part de chacun. Cela me pousse à vous poser une question. Comme vous dites que l'union est bien pour le développement, pour la visibilité, il y a Mathienne qui a mis l'accent sur les textes fondateurs.
la vision commune, nous savons d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons aller avec notre association. Allez, c'est pourquoi j'aimerais vous demander quelle est la place qu'occupe l'individualité dans cette union. Je précise ma question, si nous sommes vraiment unis, cela ne va pas pousser à une uniformisation et notre individualité va se perdre dans cette union. J'espère que ma question est un peu plus précise. Un peu flou. Un peu flou. Je précise pour plus de précision, j'aimerais dire par là. Nous sommes unis et nous avons une vision commune. Comme association littéraire, notre vision peut-être c'est d'avoir la visibilité. Et maintenant, dans cette association, il y a des individualités. Moi, en tant qu'individu, je fais partie d'une association et j'ai aussi besoin de ma propre visibilité étant dans l'association. Et comme vous dites que l'association fait la force et ça nous donne plus de visibilité au lieu d'être seul. Allez, c'est pourquoi j'aimerais vous demander quelle place occupe l'individualité dans cette association. Si nous sommes unis, quelle est la place de notre individualité? Quelle est la place de notre propre pensée dans cette association? Est-ce que être dans une association ne va pas en quelque sorte étouffer notre propre individualité ou notre propre pensée et notre propre visibilité? La question est un peu plus précise, j'espère. La parole est à qui veut la prendre pour cette question. D'accord. Je peux commencer? Oui, à vous. D'accord, merci beaucoup. C'est une question très délicate, mais en même temps très, très opportune, très intéressante, parce que effectivement, les individualités constituent une force en association. Parce que qui parle d'individualité parle aussi d'expertise diverses, expériences diverses. Et donc, c'est la somme de ces expertises et expériences diverses qui nous donne du vécu, qui nous permet d'avancer plus rapidement dans nos projets et qui nous permet aussi d'être tolérants les uns vis-à-vis des autres. Voilà. Donc, je pense que être en association ne nous dénie pas nos natures intrinsèques. Par contre, en association, nous devons tous avoir les mêmes valeurs, des valeurs qui notamment sont fondées sur les tests. Tout à l'heure, le confrère Kadjo en parlait. Il est important de respecter les tests qui nous permettent d'être ensemble. Et sur la base de ces tests, il y a un canevas comportemental qu'il faut adopter. Mais cela, encore une fois, n'occulte pas notre personnalité individuelle. Donc, je pourrais terminer en disant que ce sont les individualités qui renforcent l'union. On peut prendre le cas de la gestion d'un projet. Si dans le même projet, tout le monde fait la même chose, vous verrez que le projet n'avancera pas. Par contre, lorsque les tâches sont bien définies et qu'elles sont complémentaires, les choses avancent plus vite. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre. Bon, du moins, j'ai donné ma part de conviction. Oui, on vous a suivi avec beaucoup d'attention. Pour vous, l'individualité ne constitue pas un problème à l'association. On écoute Clarisse maintenant. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je pense que je voudrais un peu rejoindre l'idée de M. Hervé. Il y a l'un parmi nous qui a mis un accent particulier sur une citation très connue. Ensemble, on va plus vite que lorsqu'on est seul. Et je pense que c'est ce que M. Hervé vient de détailler tout à l'heure. Chaque personne, chaque individu a en lui un potentiel qui peut ressortir. Chaque personne a forcément une lumière en lui qui peut le faire briller. Lorsque l'on est seul, lorsque l'on est replié sur soi, lorsqu'on est dans sa coquille, on n'est pas forcément obligé de voir cette lumière-là en nous. Mais lorsque nous sommes avec d'autres personnes, cette lumière peut briller. Pourquoi? Parce que ces personnes nous permettent de voir qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous valons.
Ces personnes nous aident vraiment à nous, à nous accepter à notre juste valeur. Parce que une seule personne peut construire une maison, mais une seule personne ne peut pas l'habiter. Il faut forcément qu'il y ait la collaboration de d'autres personnes pour que cette maison puisse être une vraie maison. Et une seule nation, un seul président ne peut pas gérer une seule nation. Il faut forcément qu'il y ait ses ministres. En tout cas, il faut forcément qu'il y ait les gens auprès de lui pour l'aider à gouverner. Donc, c'est un peu comme ça dans le cadre littéraire. En Guinée, par exemple, nous avons beaucoup d'associations, nous avons beaucoup d'organisations, nous avons les 72 heures du livre, nous avons le FILA, nous avons le SALEC, nous avons beaucoup d'autres. Nous avons le festival sur le Milo, mais ces activités sont possibles parce que un groupe de personnes a décidé de mettre en place pour atteindre des objectifs. Et aujourd'hui, les 72 heures sont connues mondialement. Pourquoi? On aura le temps pour voilà. ces présentations. Justement, je touche ces points-là pour montrer vraiment que seul, c'est vrai qu'on peut faire quelque chose, mais ensemble, on peut encore faire plus. Ok, merci. Et par rapport à votre intervention, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous dites maintenant des écrivains qui sont seuls, mais qui brillent plus que ceux qui sont en association? Vous avez 1 minute. Vous avez compris la question? Oui, bien sûr. Justement, j'allais en venir. Parce que... Vous avez 1 minute de décor. Oui, bien sûr. L'union fait la force, mais pas à tous les coups. Il y a aussi ce côté-là. Merci. Vous avez déjà répondu. Merci beaucoup. On prend le point de vue de M. Kadio. Qu'est-ce que vous en dites? La place de l'individualité dans l'association. Est-ce que vous pensez que l'individu... Oui, on vous écoute. J'ai bien pris le soin d'écouter Hervé, qui a bien su faire le point à ce sujet et même clarifier ceci. Et il n'est même pas seulement question d'être fort seul ou d'aller loin, mais il est question d'aller vraiment plus loin. En fait, pour rester un peu dans le thème, je pense que ce qui est essentiel de comprendre ici, c'est que le rôle de l'association, c'est de briser ces individualités-là. Ou encore, c'est de permettre que les individualités se mettent ensemble pour atteindre un objectif. Donc, c'est ça le principal challenge avec les associations. Et à mon avis, cela intervient à 3 niveaux. Bon, pour que nous restions dans le domaine de la littérature, je vais prendre le cas de l'association où j'ai la lourde responsabilité de conduire depuis 4 ans déjà. C'est qu'il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la compétence. Donc, nous sommes une association des bibliothécaires. C'est-à-dire, en tant qu'association des bibliothécaires, vous comprenez que nous n'admettons pas les ingénieurs de génie civil, nous n'admettons pas les juristes, nous n'admettons pas les médecins. Et quand on dit l'association, je pense qu'il y a notre frère ivoirien ici, oui, Hervé, je pense qu'il a réussi, l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que l'association des écrivains veut dire on a aussi en même temps l'association des maires à l'intérieur. Donc, il y a donc des compétences. Et ces compétences, ce sont des individus. Et qui, naturellement, il faut les valoriser. Le deuxième niveau, c'est le niveau des énergies. Donc, quand on parle de l'association, il faut se dire que ce sont des énergies différentes. Et on n'a pas toujours le même rythme, la même santé, le même tempérament, le même background. Donc, il y a d'autres qui ont des études connexes. On a notre frère, il semble qu'il nous a quittés ici, le polyglotte. Il parle plusieurs langues, il parle anglais, chinois, espagnol. Et c'est une énergie. C'est une énergie et il a cité tellement, il s'est présenté assez vaste. Et vous voyez que si vous créez une association avec cet individu, vous le mettez en association avec vous, qui est aussi un individu, je pense que vous sortirez vraiment plus gagnant. En fait, il ne s'agira pas seulement d'aller plus vite, mais d'aller plus loin. Et je peux terminer en parlant de l'aspect critique, c'est-à-dire que la valeur de l'individualité au niveau de la critique. Vous voyez, quand vous êtes en association, peut-être vous faites une assemblée générale et vous vous rendrez compte que les autres personnes ou les autres individus avec qui vous partagez la constitution de l'association, c'est-à-dire les statuts au règlement intérieur, ne sont pas d'accord avec vous, mais
ils arrivent parfois qu'à travers leur individualité, ils défendent leur individualité, leur façon de voir, leur fort intérieur et leur critique qu'ils apportent au sein de la communauté fait que la communauté soit gagnante. Donc, individuellement, c'est très important de valoriser les individus en se disant que au-delà de l'individu, il faut mettre au devant les valeurs de l'association. Sinon, on ne parlerait pas de l'union fait la force. Je peux être d'accord avec une idée, mais je dois aussi me rassurer pour que, d'ailleurs, la condition pour qu'on parle de l'union ou de la mise en commun, c'est que l'opinion de la majorité puisse rester. Je dois apprendre à savoir que on peut ne pas être d'accord avec moi. Je peux être le plus fort, mais en étant face aux autres, je vais pouvoir me mettre ensemble, accepter que mon individualité soit plutôt une contribution et non une force qui domine les autres, ou du moins comme l'opinion qui décide. Donc, voilà. Il y a aussi la deuxième question. S'il te plaît, président, tu peux la répéter ou ça va? Non, ça va. Vous avez déjà répondu assez largement à la question posée. Donc, je vous comprends et à travers vos différentes opinions. Donc, l'union dans l'association est importante, mais aussi l'individualité aussi compte parce que à travers l'individualité de chacun, l'association de ces individualités forme cette force qui est dans l'association. Et à partir de vos réponses, j'aimerais vous demander, pour vous, où se trouve la force dans l'association, dans une association littéraire? Qu'est-ce qui fait vraiment la force selon vous? Ce qui fait la force d'une association, est-ce que c'est l'union ou bien où se trouve l'union dans cette association? Parce que dans l'association, il y a aussi des individualités. En ce qui concerne la littérature, l'écriture est une question d'inspiration. Vous convenez avec moi que l'écriture est une question d'inspiration et chaque personne a aussi sa manière de percevoir les choses et aussi sa manière de recevoir l'inspiration et de la mettre en pratique. Alors, quel sera le but pour vous? Quel sera le but si on se met en association littéraire? Quel est vraiment le but ou bien les buts les plus importants à atteindre pour une association littéraire? D'accord. Je vais encore intervenir. D'accord. Je vais ouvrir la vague de réponses sur cette question. En fait, lorsqu'on se met ensemble, c'est d'abord, d'un premier temps, pour défendre nos intérêts. Nous estimons que nous sommes une corporation et que nous avons des droits, des devoirs, certes, mais nous avons des choses à revendiquer. Donc, par rapport à ça, nous nous mettons en association. Nous nous mettons aussi en association pour conduire des projets qui permettraient à l'association de mieux rayonner, mais aussi à ses membres d'être plus à l'aise dans la mise en œuvre quotidienne, je dirais, de leurs activités. Mais je vous rejoins quand vous dites que ce n'est pas forcément en association qu'on peut avoir toutes les âmes pour atteindre des objectifs. Parce que par moment, il y a des conflits d'intérêts qui naissent lorsqu'on est en groupe. Et il faut savoir gérer ces conflits d'intérêts. D'où l'intérêt d'avoir un bon leadership, un bon management de l'association qui s'appuie sur les tests et qui fait en sorte qu'il y ait une certaine harmonie dans la gestion de l'association. Il y a aussi la loi de Pareto qui laisse entendre que bien souvent, 20% de personnes arrivent à accomplir 80% des résultats attendus. Donc, il faut connaître ce noyau-là au sein de l'association. Et moi, je pense que quelque part, ces 20%-là doivent être attribués particulièrement au bureau. Le bureau qui a pris l'engagement de conduire l'association. La cheville ouvrière qui permet d'atteindre les objectifs. Donc, pour résumer, je dirais que
En association, ce qu'on cherche dans un premier temps, c'est de mener des projets qui peuvent nous permettre d'avoir une plus-value et apporter de la valeur ajoutée à chacun des membres. Et au-delà de cela, c'est un bon cadre pour défendre nos intérêts communs. Voilà. Oui, j'ai écouté avant de passer au suivant ou bien à la suivante. J'aimerais vous demander pour donner, parce que j'ai parlé de but, des objectifs. Vous avez bien parlé en situant que nous nous mettons en association pour défendre nos intérêts. Quel est l'intérêt, selon vous, le plus important à défendre quand nous sommes en association? Un exemple juste et on avance. Très bien. Je vais prendre un exemple général et puis ensuite je vais le ramener à l'exemple littéraire. Lorsqu'on est en association, l'objectif, in fine, c'est l'épanouissement des membres de l'association. Même lorsque nous sommes dans le domaine social et que nous menons des activités caritatives, lorsque les membres sont satisfaits d'avoir œuvré en adéquation avec leur centre d'intérêt, vous avez atteint vos objectifs et ils sont épanouis. En ce qui concerne les associations littéraires, c'est non seulement permettre aux membres de vivre de leurs activités, mais au-delà, puisqu'on parle de littéraire, on parle du livre, c'est de faire la promotion du livre et de la lecture. Voilà. Merci beaucoup. Clarisse, vous voulez parler? Bon, vous avez posé une première question qui était de savoir c'est quoi, je pense que j'ai noté ici, qu'est-ce qui fait l'union d'une association, si je ne me trompe? Moi, je pense que ce qui fait vraiment l'union d'une association, d'une vraie association, c'est la passion qu'ils ont en commun. C'est les objectifs qu'ils ont en commun. Ce sont les objectifs qu'ils se sont fixés pour atteindre qui fait vraiment la force d'une association. Parce que dans une association littéraire, par exemple, le seul but, c'est de faire la promotion littéraire de votre pays ou de votre nation. Donc, lorsque vous êtes en union, lorsque vous êtes en cohésion, c'est de faire la promotion de votre passion en premier lieu et en deuxième lieu, faire la promotion de votre pays, faire valoir la littérature de votre pays. Moi, je pense que les objectifs que vous vous fixez dans l'association, c'est ce qui fait vraiment l'union d'une association. C'est ce qui fait la cohésion d'une association. Ok, merci. Merci pour votre réponse. On écoute d'abord Kadio. Qu'est-ce que vous avez à en dire concernant cette question? Oui, merci Zidane. Après Hervé et Clarisse, en fait, on va tous se retrouver à la même porte, à savoir les questions ici que ce soit l'objectif ou la vision, c'est de la vision qu'il est question ici en fait. Pour moi, c'est une question de vision. Voilà, comme je prends toujours le cas de l'association où j'ai la responsabilité de conduire l'association APITCA, comme je disais. C'est une organisation qui regroupe les bibliothécaires. En fait, on s'est rendu compte que chaque bibliothécaire évolue à rang dispersé et que si on se mettait ensemble, non seulement pour assurer nos formations continues et pour aussi accompagner ceux qui sont en difficulté et surtout en mettant l'accent sur la littérature camerounaise en premier temps et africaine dans un second temps. Voilà par exemple une vision. Donc notre vision, c'est de créer des bibliothécaires capables de défendre les bibliothèques pour l'Afrique. Et ça, c'est très important. En tout cas, cette vision nous est si chère que nous ne voyons pas accepter une autre personne qui partage autre vision que celle-là. Et je pense qu'il en va de même pour toutes les autres associations littéraires. Moi, je connais des associations littéraires qui sont spécialisées dans la promotion des langues nationales. Ça, c'est leur vision. Ils sont spécialisés dans la promotion des langues nationales. Il y a des associations littéraires qui sont spécialisées dans la promotion de la littérature française ou encore la littérature francophone.
voilà, la littérature anglophone, la littérature nationale. Et ça, ce sont des visions. Et une fois qu'ils se retrouvent à l'intérieur, c'est en ce moment-là que je pense qu'on peut parler de vision. Donc, moi, c'est la vision au fond des choses. Ok, je vois que oui, je vois que Monsieur Ali est parmi nous. Vous étiez parti. Nous sommes en train de parler de la place de ce qui fait constituer la force dans une association. Désolé. Qu'est-ce que selon vous, qu'est-ce que selon vous, comme vous êtes déjà là, je vous repose la question. Qu'est-ce que selon vous fait la force dans une association? Et quels sont les buts à atteindre par une association? Oui, si vous pouvez donner une réponse brève à ces questions. Alors, déjà, merci beaucoup. La question vraiment est très pertinente. Je pense que l'un des premiers facteurs vraiment qui fait d'accord l'individualité dans vraiment d'une union ou d'une association, en fait, c'est la diversité. C'est la diversité. La diversité, par exemple, ethnique, la diversité religieuse, la diversité. Voilà, et c'est ça en fait qui fait vraiment la beauté d'accord de cette individualité. Parce que figurez-vous que lorsque par exemple, voilà, Dieu, je vais prendre un exemple parce que moi je suis beaucoup croyant. Lorsque en fait, voilà, Dieu devait en fait s'adresser à Moïse, il allait sur le mont Sinaï et il a demandé en fait à Moïse en fait d'aller voir Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Moïse avait un handicap, il avait la bouche il avait fait savoir en fait à Moïse a fait savoir à Dieu qu'il ne pouvait pas en fait aller voir en fait Pharaon. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit écoute, bon, je vais en fait voilà demander en fait à ton frère Aaron d'accord de t'accompagner et tu ne seras pas seul. Et qu'est-ce qui s'est passé effectivement lorsque voilà Dieu a fini en fait d'annoncer en fait le message à Moïse? Effectivement, sur le chemin de la route, il a rencontré son frère Aaron et Dieu lui avait déjà donné en fait cette information-là. Et effectivement, on a vu un peu voilà ce qui s'est passé. Juste pour montrer ici que c'est vrai, surtout en Afrique francophone, il faut comprendre en fait que on peut pas en fait bâtir aussi bien une association, on peut pas d'accord bâtir une vision sans qu'on ne se fasse en fait entourer vraiment d'une équipe en fait dynamique, d'une équipe déjà même qui partage en fait la vision. Parce que moi, j'ai coutume de dire ceci, que certains projets en fait ne sont pas louables, ils sont aussi spirituels. Donc souvent, d'accord, on a tendance en fait à créer des associations, mais derrière, il faut savoir que c'est des gens en fait d'accord qui ont réfléchi. C'est des gens en fait qui ont pris d'accord leur tête en fait pour s'asseoir pour dire ah ok d'accord, moi je veux mon association soit tant. Et elle a pour vocation par exemple de dire n'importe quoi, par exemple pour valoriser les langues, elle a pour aider en fait les personnes en fait en situation de handicap, elle a pour valorisation en fait de pouvoir bien sûr aller dans les zones rurales pour aller sensibiliser en fait ces femmes-là qui n'ont pas vraiment la chance d'accord de pouvoir lire et écrire. Et je pense qu'en fait si on voit d'accord cette diversité-là, je pense qu'on va vraiment atteindre d'accord l'objectif pour lequel vraiment on s'est déjà assigné dès le départ. Donc, premier facteur déjà vraiment la diversité vraiment dans notre pluralité. Deuxième facteur en fait c'est de se dire en fait que on a déjà en fait un background. Le background c'est quoi? Je parle ici en termes de compétences. Par exemple, moi, je suis titulaire par exemple d'un diplôme en marketing. Et je me dis quoi? Je me dis que j'aurais peut-être besoin d'accord de quelqu'un, je dis n'importe quoi, qui a peut-être des compétences dans le domaine juridique pour pouvoir m'aider en fait dans le domaine que je suis, qui est actuellement en fait l'éducation. Il faut savoir que nous offrons une application de soutien scolaire à la promotion des langues maternelles, dont nous travaillons en partenariat avec des éditeurs. Et notre en fait projet en fait obéit à une réglementation. Donc je me dis que si d'accord je dois d'accord atteindre un objectif, il faut que je me fasse accompagner des personnes d'accord qui ont d'accord fait leur parcours dans le domaine juridique pour que de part et d'autre on puisse essayer déjà vraiment de se partager d'accord cette vision-là, mais en même temps également aussi, on se complète en fait en termes de compétences. Lui, il a des compétences en fait en termes juridiques, il peut m'aider en tout ce qui concerne le volet juridique, au niveau de la signature des contrats, au niveau par exemple des litiges avec des éditeurs, parce qu'il faut savoir que notre innovation en fait vise en fait à lutter contre la piraterie. Donc aujourd'hui par exemple, on ne veut pas que X ou Y
d'accord, je dis n'importe quoi, puisse en fait porter plainte parce qu'en fait, il a vu son livre en fait via notre application. Il faut savoir que le responsable de livre en fait va veiller déjà à ce que le contrat, d'accord, soit signé sur le plan administratif et juridique avant maintenant que, d'accord, l'œuvre en fait de l'auteur, d'accord, soit mise sur la plateforme. Et c'est vraiment si ces je vous deux facteurs-là comprends, en termes vraiment je vous comprends. de, comment on appelle ça, on va dire de facteurs. D'accord, d'accord. Merci pour votre intervention. Pour vous, l'union, c'est dans la diversité de l'individualité de chacun. Je pense que nous avons bien parlé ici, mais si nous essayons de prendre en compte le facteur humain, vous savez, l'homme, c'est l'homme, comme on dit souvent, et il y a aussi l'égoïsme de chacun. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Quelle posture faut-il adopter quand il y a les désaccords, les problèmes, quand il arrive les problèmes financiers? Parce que quand nous sommes en association, il y a la question du financement, il y a la question de la célébrité de chacun. Par exemple, un écrivain dans l'association peut briller plus que tous les autres. Et maintenant, quand les revenus financiers vont revenir, qui doit gagner en plus? Ou est-ce celui qui est le plus brillant? Ou bien ça doit rapporter, ces revenus doivent être pour l'association. Donc, la question concerne un peu le facteur humain. Quand arrivent les problèmes, quand arrivent les désaccords dans l'association, quelle posture faut-il adopter pour toujours rester en union? Qui veut prendre la parole par rapport à cette question? Parce que nous sommes des humains, il y a aussi des désaccords qui arrivent, il y a des problèmes financiers et nous avons aussi notre propre besoin, nos besoins. Et par exemple, quand les problèmes arrivent dans une association, quelle posture faut-il adopter? Parce que les problèmes ne manquent pas. Il y a beaucoup d'associations qui ont eu lieu et qui maintenant n'existent pas. Et pour éviter ces problèmes dans les associations littéraires, pour vous, quelle posture faut-il adopter quand les désaccords arrivent, quand arrivent les problèmes sur le partage financier surtout? C'est ça qui toujours fait défaut souvent chez l'homme. La parole est à qui? Oui, je vais essayer d'intervenir sur ce point en m'appuyant sur deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est déjà rester conforme à nos tests. Et si les tests n'ont pas prévu des cas de médiation, en cas de litige, il faut faire des amendements aux tests. Parce que, parlant de médiation, déjà le bureau est censé être l'organe par défaut pour régler les conflits. Mais ces conflits peuvent impliquer même les membres du bureau. Donc, du coup, ce qui a coutume d'être fait, c'est qu'on met en place un comité de sages ou même un comité de médiation pour les règlements de conflits. Dans le cas où on n'a pas ce comité de médiation ou de sages, on se réfère aux anciens présidents, les anciens présidents qui ont déjà géré l'association et donc ils peuvent essayer, dans la mesure du possible, de régler les choses d'une manière à l'amiable. Voilà. Et puis, il y a le dernier recours. Bon, j'ai envie de dire l'avant-dernier recours, c'est le ministère de tutelle. Lorsqu'on est association et on est dans un pays qui fonctionne correctement, on doit être régi par un ministère de tutelle. Et donc, les conflits qui dépassent les compétences du bureau ou même du comité de médiation peuvent être mis sur la table du ministère de tutelle. Voilà, avant d'en arriver éventuellement à la justice, parce que moi, j'estime qu'en association, il faut toujours prioriser les échanges, le dialogue, le règlement fraternel, avant d'en arriver à ce qui peut nous braquer les uns les autres, c'est-à-dire aller vers la justice, régler des problèmes qu'on aurait pu régler si on était un peu plus tolérant, plus patient. Voilà. Ok, merci. Donc, j'ai englobé un peu tout. Voilà, j'ai englobé un peu tout parce que la question de l'argent,
c'est le nerf de la guerre. Et donc, c'est ce pourquoi dans les associations, déjà, il faut avoir un commissaire aux comptes. Un commissaire aux comptes qui prendra l'engagement de bien faire son travail, de suivre les finances, parce que on dit souvent que l'occasion fait le larron. S'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas de munitie dans la répartition, dans la gestion des fonds financiers, il peut y avoir des sujets de conflit. Voilà. Ok. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Kadjo, qu'est-ce que vous voulez en dire par rapport à ces questions des désaccords qui arrivent dans l'association? Quelle posture faut-il adopter selon vous? Merci Zidane. Trois choses. Et la première, je pense que Hervé l'a très bien développé. Et nous sommes là dans les associations. Et quand on dit association, il y a les textes fondamentaux. Donc, les textes fondamentaux doivent largement prévoir cela. Donc, cela en termes, c'est-à-dire, il y a la partie statut et la partie règlement intérieur. Et la partie règlement intérieur prévoit les résolutions au niveau du bureau exécutif, au niveau du bureau élargi. Ça, c'est le cas, par exemple, de la PITCA, où nous avons effectivement, il a parlé d'un conseil des sages, oui, conseil des sages ou conseil de discipline. Tout dépend du nom qu'on peut donner à l'instance qui va se charger de gérer. C'est-à-dire quoi? Il faut dire, comme cela se fait généralement des contrats, il y a deux façons, soit la gestion à l'amiable, soit on amène au niveau de la justice. Et donc, la gestion à l'amiable, donc, au niveau associatif, où il y a tout un ensemble de procédures. Comme on dit souvent, mieux vaut un mauvais arrangement à l'amiable qu'un bon procès. Donc, c'est le rôle de l'association qui a accepté volontairement d'acquérir ou d'accueillir le nouveau membre, le membre, de veiller à cela, à ce que vraiment tout se passe au niveau des hommes. Donc, ça, c'est un premier niveau. Il y a un niveau aussi il y a un niveau qui concerne les compétences. Oui, Zidane, tu parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on gère les entrées, les finances, ou encore pour reprendre le nerf de la guerre. Chez nous, les bibliothécaires, par exemple, nous avons des experts. Donc, c'est classé, c'est hiérarchisé. Et je pense que également dans le domaine littéraire, il y a des juniors littéraires, peut-être des seniors littéraires, ceux qui se font plus sans toutefois avoir besoin d'une association, une autorité qu'ils ont bâtie sur eux-mêmes. Alors, chez nous, les bibliothécaires, nous avons les niveaux de compétences où ces niveaux sont respectés et valorisés. S'il arrive parfois que lors d'une prestation et qu'il faut un bibliothécaire de niveau expert, c'est-à-dire soit un titulaire dans le domaine, vous conviendrez avec moi que nous ne devons pas discuter quelqu'un, s'il vous plaît, et que nous pourriez s'améliorer. On vous écoute. Ah, d'accord, j'attendais un bruit en même temps. Voilà, il tient compte de cette diversité au niveau des compétences. Donc, c'est largement débattu. Une fois que le cas du côté de notre administration, on dirait qu'il y a quelqu'un qui marche les arrachés ou qui manipule le clavier. Ce serait mieux de désactiver le micro, s'il vous plaît. Ça me fait de quelqu'un, voilà. Voilà. Donc, il arrive parfois que nous sommes un corps professionnel. Il arrive parfois que nous partons sur la base des contrats. Donc, c'est très important. Nous allons sur la base des contrats. Et le dernier niveau, c'est effectivement la juridiction. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays de droit et on a parlé au début de la gestion des individualités. Donc, en matière des êtres humains, c'est la chose la plus complexe à gérer et il peut arriver que ça se solde effectivement dans les tribunaux. Et elle va bien faire le soin de mettre un intermédiaire qu'on peut appeler l'intermédiaire de second degré et qui est le ministère tutelle. Par exemple, au Cameroun, nous avons 2 ministères en charge des associations. Il y a le ministère de l'administration territoriale qui s'occupe de la légalisation dans l'ensemble au niveau de la préfecture. Et nous avons maintenant, c'est-à-dire il y a le ministère de la tutelle technique et la tutelle administrative, dont la tutelle administrative est prise en charge par le ministère de l'administration territoriale au niveau de la légalisation de la préfecture. Et l'administration technique ou la tutelle technique est assurée par le ministère des Arts et de la Culture et que dans certains pays, c'est le ministère des Arts, Culture, Tourisme et ministère de Communication. Donc, c'est un peu comme ça que
nous gérons cela. Et au fond, pour terminer, je pense que nous gagnerons plus à mettre en avant le dialogue, la compréhension, puisque c'est cela qui fait l'association. Et les associations, vous allez constater, sont au fondement des associations à but non lucratif. Donc, chez nous au Cameroun, c'est fortement encadré. Soit vous êtes une association à but non lucratif, soit vous êtes une organisation non gouvernementale, ou soit vous êtes totalement une entreprise. Soit vous êtes une entreprise, soit vous êtes une association. Et à partir de ce moment-là, on n'intègre pas une association avec des visions économiques telles que, qui vont à un moment donné empiéter sur la vision ou sur la mise en commun ou sur l'intérêt commun des adhérents. Merci. Merci pour votre réponse. Je vois que nous tenons un bon débat maintenant et le temps aussi nous fait défaut parce qu'on s'approche aussi peut-être de la fin du temps normal qui est prévu pour le débat. Vous avez quelque chose à dire par rapport à la question posée, Clarisse? Vous avez compris la question ou bien vous n'avez pas noté cela? Si vous n'avez pas noté, je vous la repose pour peut-être 2 minutes d'intervention. On disait oui. Quelle est la place ou bien la posture qu'on devrait adopter s'il arrive des problèmes dans l'association, surtout les problèmes financiers et des problèmes de désaccord entre nous. Quelle est la posture que nous devons adopter quand nous sommes en association? Bon, sur le côté financier, je pense que M. Hervé et M. Cadio, ils ont beaucoup parlé de ça. Voilà, ils ont beaucoup parlé de ça. Mais je pense que en matière on voit que les finances les intéressent. En matière d'association, lorsqu'il y a des désaccords, je pense qu'il faut faire preuve de leadership. Il faut cultiver surtout ce qu'on appelle la tolérance. Il faut se tolérer, se pardonner et cultiver aussi ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Je pense que je ne vais pas ajouter beaucoup de choses, mais j'insiste beaucoup sur la tolérance parce que sans ça, ça serait difficile de tenir une association. Il faut pardonner, il faut tolérer parce qu'il faut savoir que l'erreur est humaine et que nous commettons des erreurs en longueur de journée. Donc, la seule chose qui peut nous permettre vraiment de tenir notre association, c'est faire preuve de maturité, faire preuve de compréhension, surtout de tolérance. Ok, merci beaucoup pour votre réponse vraiment brève, mais très précise. Et j'ai envie de poser une question par rapport à ce que Clarisse vient de dire. Est-ce qu'en association, nous pouvons adopter une règle qui dit que qui ne travaille pas ne mange pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que oui, quand nous sommes en association, parlons du financement, bien sûr, parce qu'en association, il y a de ceux-là qui ne travaillent pas. Vous convenez avec moi? Ils sont dans l'association, mais ils ne font rien. Alors, est-ce que on doit adopter la règle de qui ne travaille pas ne mange pas? Vous avez peut-être 1 minute pour pour la réponse à cette question chacun. D'accord, je vais commencer en citant M. Cadio. Lorsqu'on est en association, en principe, on ne cherche pas un profit individuel. On est une association à but non lucratif et donc on ne cherche pas forcément à avoir des retours financiers directs issus des activités de l'association. En principe, non. Donc ça, il faut que ce soit très clair. Et il faudrait que tout membre qui adhère à l'association le sache aussi, au regard des tests notamment. Maintenant, c'est vrai que dans nos associations, j'ai parlé tout à l'heure de la loi de Pareto, il y a plusieurs membres qui sont inactifs. Certains ne payent pas leurs cotisations, d'autres ne payent pas leurs cotisations et ne participent pas aux activités, ou quand ils participent aux activités, quand ils payent leurs cotisations, ils ne participent pas aux activités. Donc, c'est dit, pour moi, quelqu'un qui est inactif, c'est ça. Quelqu'un qui ne paye pas sa cotisation et ou qui ne participe pas aux activités. Dans le meilleur des mondes, c'est de trouver une formule pour les motiver,
de sorte qu'ils y voient leur centre d'intérêt, qu'ils y voient la nécessité de s'impliquer. On a quand même une petite mesure, une sorte de sanction. Une sorte de sanction. Vous avez 10 secondes. Voilà, une sorte de sanction qui est de ne pas leur faire profiter des prestations de l'association. S'ils ne sont pas à jour de leur cotisation ou ils ne participent pas aux activités, ils ne bénéficient pas des prestations de l'association. Voilà. Ok, merci. Une question à réponse, oui ou non. Pour vous, est-ce que on peut, Hervé, je suis avec vous toujours, est-ce que cela signifie qu'un membre qui ne participe pas, on peut le rayer de l'association? Une question par oui ou non. Je vous écoute pas. Ouvrez votre micro, vous ouvrez votre micro avant de parler. Vous. Ah oui, excusez. La réponse est oui, mais il faut vraiment l'avertir d'abord. Okay, on a parlé de tolérance. Voilà, il faut être tolérant avant de le radier systématiquement. Oui, Kadio, qu'est-ce que tu en dis de la loi de qui ne travaille pas ne mange pas? Oui, ça c'est une question très cruciale en association. Et tous les leaders associatifs le savent. Aucun leader ne peut me démentir ici. Donc, c'est très complexe. Qui ne travaille pas ne mange pas. En fait, c'est très simple. Il y a deux visages à ces façons de proverbe. Le premier visage, c'est celui que Hervé a présenté. Donc, il y a tout se passe vraiment dans les fondamentaux, c'est-à-dire que dans les textes réglementaires de l'association, et aussi dans la notion de parité qu'il a dit ici, la loi de 80-20. Et cette loi s'applique particulièrement ici au Cameroun. Je dis bien, aucun leader associatif ne peut me contredire. J'ai près d'une vingtaine d'années d'expérience en vie associative. Il y a des associations, vous voyez, le bureau est constitué d'une vingtaine de personnes, mais vous allez retrouver 3-4 personnes. Pour une non-honorée à police, c'est de quoi je parle, on s'est de quoi retrouver un leader associatif et on a eu à partager ces réalités-là. Donc, il ne faut pas se faire des illusions que tout le monde va travailler, mais tout le monde peut manger. Parce que c'est ça l'association, mais tout le monde ne peut pas travailler. Et il est même impensable de croire que tout le monde va travailler en association. Si un leader croit que tout le monde va travailler pour manger, je suis sûr qu'il va très vite se rencontrer, il va très vite ne pas arriver au bout de sa vision qui est le fondement de l'association. La deuxième partie, c'est quoi? C'est que c'est très simple, il faut encadrer. Il faut encadrer. Il y a la notion de tolérance qui a été beaucoup valorisée ici par Clarisse. J'ai un peu souvent l'habitude de dire aux gens que je ne suis pas peut-être tolérant, mais je sais gérer. Donc, c'est pas trop là, je sais gérer. Si tu n'es pas très actif, je sais comment te gérer. Il y a des personnes qui sont très assidues avec leur cotisation, mais difficilement présentes aux activités techniques. Donc, il y a des personnes qui font même les deux, mais en matière de compétences, ils ont ces difficultés-là. Et les limites, c'est quoi? Comme Hervé le disait, on peut vous limiter l'accès à certaines formations. On peut vous limiter certaines facilités. Oui, les associations ont des facilités. S'il y a des voyages, des séminaires, et qu'on demande la liste des membres, vous conviendrez avec moi qu'on va partir sur la base de qui ajoute de ces cotisations, qui participe aux assemblées générales, qui participe aux activités de l'association. Il y a, par exemple, même des offres d'emploi. Nous sommes une association des techniciens des bibliothèques. Donc, il y a des offres d'emploi où on vient vers l'association pour solliciter les profils. Et vous conviendrez avec moi qu'on arrive au niveau de l'association, ce n'est pas tout le monde qui a travaillé, qui va être tout le monde qui va manger. Effectivement, c'est une super travail qui vont manger. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Le leader associatif sait bien s'approprier de cela. Il est comme un père de famille. Il connaît qui est le plus intelligent parmi ses enfants. Il connaît qui est le plus à l'écoute, qui a les compétences en matière financière, qui a les compétences en matière d'écoute et bien. Merci. Ok, merci pour votre précision. Alors, je suis avec vous. Clarisse, qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, vous savez, dans la vie, d'autres sont faits pour travailler et d'autres sont faits pour manger. D'autres, par contre, sont faits pour obtenir ceux qui travaillent et ceux qui mangent.
Donc, je pense que dans la vie associative, tout le monde n'est pas obligé de travailler parce que ça reste impossible, quasi impossible. Tout le monde ne peut pas travailler. Tout le monde ne peut pas forcément apporter quelque chose à l'association. Mais il faut être très précis sur une chose. Tout le monde ne peut pas travailler, certes, mais tout le monde peut apporter quelque chose d'une quelconque manière à l'association. Ok. Celui, par exemple, qui est en train d'observer, voilà, celui qui observe le travailleur est en train d'encourager le travailleur à travailler. Et celui qui mange est en train d'être encouragé par celui qui travaille. Donc, ce qui veut dire que tout le monde n'est pas appelé à travailler, mais tout le monde peut apporter quelque chose, un grain de sel à l'association. Ok, merci pour. Donc, je pense votre, que je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet. Ok, merci pour vos Ok, questions, c'est vos philosophique. différentes réponses. Je vois qu'il y a Acolyte qui nous dit que, merci pour aussi la précision de la part de Acolyte qui nous dit que qui ne travaille pas ne mange pas. On peut être d'accord avec cela si l'association est à but lucratif. Donc, si c'est à but de commerce, quand on commercialise nos ouvrages, par exemple, et qu'on a des revenus, qui ne travaille pas ne mange pas, qui ne publie pas ne mange pas. Donc, je vois que Acolyte nous apporte aussi une précision et par rapport aussi à la tolérance. Donc, on ne peut pas être indéfiniment tolérant. Donc, ce qui signifie que dans l'association, on a un but à atteindre, on a des visions, des objectifs. Si tu acceptes d'adhérer dans l'association, cela veut dire que tu acceptes aussi de travailler avec nous pour que l'association puisse avancer. Alors, évoluons dans le débat, j'aimerais vous demander si on accepte tout ce que l'union fait la force dans l'association. Alors maintenant, quels sont les dangers selon vous, les dangers surtout extérieurs, pas intérieurs à l'association, c'est-à-dire le danger qui ne vient pas de ses membres, mais qui vient de l'extérieur. Quels sont les dangers qui peuvent nuire au développement d'une association, selon vous? La parole est donnée à qui veut la prendre. Celui qui est prêt ou bien celle qui est prête peut nous répondre directement pour nous parler des dangers de l'association. D'accord. Rapidement, c'est une question qui est un peu complexe parce qu'en fait, lorsqu'on se met en association, c'est justement pour être plus fort, pour mieux affronter les péripéties, les imprévus qui viennent de l'extérieur. Oui. Moi, je pense, c'est vrai que je vais répondre à la question, mais je pense que le plus grand danger, les plus grands dangers sont ceux qui viennent de l'intérieur, avec les conflits de personnes, des visions divergentes ou bien des guerres de leadership qui peuvent créer l'implosion dans l'association. Sinon, en principe, ce qui vient de l'extérieur, c'est au bureau de constituer, j'ai envie de dire, la cuirasse, le bouclier pour qu'on n'atteigne pas l'association. C'est le bureau qui est le bouclier. On le dit souvent, le président ou la présidente a le dos large, mais avec elle ou avec lui, tout son bureau, qui doivent être, tous les membres du bureau qui doivent être solidaires pour affronter les péripéties imprévues. Voilà. Donc, je pense, objectivement, comme danger qui vient de l'extérieur, je n'en vois pas en tant que tel. Si on est vraiment unis, si on est vraiment soudés, je pense qu'on peut affronter tous les dangers qui viennent. C'est comme la vie, hein, quand on se réveille le matin, on ne sait pas si on va trébucher devant sa porte, mais quand on a le bon mindset, on est déjà préparé à affronter tout ce qui peut venir. Merci. Okay, merci pour votre précision. Et avant d'aller, il y a Acolyte qui demande à Clarisse une question spécialement pour Clarisse par rapport à son intérêt. Oui, une question que Acolyte pose directement à Clarisse concernant l'intervention précédente. C'est quelque chose, vous avez parlé de quelque chose qui consiste. J'ai bien lu, mais je n'arrive pas. Ah, vous n'arrivez pas à comprendre. D'accord. Donc, on demande à Acolyte de nous faire une précision concernant cette question et la question nous demande. J'ai lu au début, mais
Ok, d'accord. Bon, on avance Mais en dans le attendant débat qu'il en ne vienne, est-ce que attendant je peux que... répondre à... Oui, oui, on vous écoute. Voilà. Je vais rejoindre encore une fois de plus l'idée de Monsieur Hervé. Vous savez, euh, en matière d'association, il y a toujours les dangers. Mais c'est justement pour ça qu'on a choisi le thème l'union fait la force. Vous voyez les loups, par exemple, vous voyez la meute du loup, ils sont tellement soudés que l'adversaire n'ose pas. Et moi, je prends toujours l'exemple sur les loups parce qu'ils sont tellement organisés, ils sont tellement soudés que les prédateurs n'osent pas attaquer parce qu'ils savent comment ils sont organisés. Donc, justement, c'est l'union qui fait la force d'une association. Lorsqu'une association est bien organisée, est bien soudée, lorsqu'ils font une vraie meute, quels que soient les problèmes qui peuvent venir de l'extérieur, ça ne peut pas les atteindre, justement parce qu'ils sont soudés, parce qu'ils se comprennent, parce qu'il y a la communication qui passe, parce qu'ils font preuve de compassion. Donc, je pense que les dangers de l'extérieur pour une association vraiment soudée ne devrait pas être un problème. Le vrai problème, c'est à l'interne. Parce que à l'interne, lorsqu'ils sont pas vraiment soudés, les problèmes de l'extérieur vont les atteindre. Mais lorsqu'ils sont soudés, les problèmes de l'extérieur ne vont jamais les atteindre. Là, je ne vous reçois plus. C'est mon micro, oui. Merci, je suis déjà avec vous. J'aimerais savoir, Kadio, quel est votre point de vue par rapport à cette question, les dangers qui peuvent de l'extérieur nuire à notre association, à notre union ou bien à notre force, si nous sommes en association. Quels sont les dangers qui nuisent à notre association? Oui, en fait, il y a deux types. Il y a deux dangers, les dangers internes et les dangers externes. Donc, je crois que ça soit dans le sens de Claré, dans le sens de Hervé, où ils ont mis l'accent que nous devons se concentrer sur nous-mêmes. Et la meilleure façon pour moi de comprendre ces dangers extérieurs et ces dangers intérieurs, c'est il y a un proverbe qu'on nous disait souvent. Voilà. Si un œuf se casse de l'intérieur, c'est la vie. Mais si un œuf se casse de l'extérieur, c'est la mort. Je ne sais pas si ça se comprend. Voilà. Si un œuf se casse de l'intérieur, c'est la vie. Mais si un œuf se casse de l'extérieur, c'est la mort. Et les pays de l'AES, dont beaucoup sont ressortissants ici, notre sœur de Guinée, et Conakry, de la Côte d'Ivoire aussi, savent, de la Côte d'Ivoire, savent de quoi je parle. Donc, en 2011, si les Ivoiriens étaient restés entre eux sans les Nations Unies et tout ce que nous connaissons, les Ivoiriens allaient s'en sortir. Au Burkina Faso, nous voyons comment le Burkinabé reste soudé entre eux à l'intérieur, malgré la pression impérialiste, malgré la pression colonisatrice. Et ils tiennent. Et c'est valable aussi pour nous, le Cameroun, pour dire que, quels qu'en soient les dangers, les difficultés que nous avons à l'intérieur, on peut les résoudre. On peut toujours les résoudre. Et comme une famille, si on ne peut pas les résoudre, il y a des recours et c'est pour ça que parfois on arrive à la mort. Il faut être très attentif à des personnes qu'on intègre dans la vie associative. Et vous conviendrez donc que le danger extérieur, ce serait les personnes qui ne partagent pas notre vision ou des personnes qui nous attaquent. Ils peuvent nous attaquer de plusieurs manières. Et donc, la plus connue, Zidane, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu parlais du nerf de la guerre, je pense que Zidane nous servait. Voilà, l'agence de la guerre, c'est très simple. Et comme je disais, avec mes patrons qui m'ont formé, j'ai fait plusieurs organisations, de très bonnes organisations, même internationales, des associations qui ont des visions, comme je dis. S'il y a une association qui n'a pas de vision, je ne parle pas des rentabilités, de l'argent ou de tout, je parle de vision, puisque la vision apporte la rentabilité. Et nous nous sommes rendus compte que si on veut détruire facilement une association, il suffit de donner de l'argent. Voilà. Si aujourd'hui on a une association, l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, ils sont bien organisés.
ils font leurs activités normalement, ils savent que les cotisations, c'est 15 000 ou 25 000 l'année, et ils s'organisent ce budget. Et un jour, il y a une ONG, je ne sais pas, canadienne ou américaine, qui vient vous dire, alors je mets à votre disposition, je dis n'importe quoi, 10 000 $. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes le vice-président? Je pense que votre tête est en insécurité à partir de ce moment-là. Là, vous saurez les visages. Donc, premier, et ça, c'est de l'extérieur. Or, de l'intérieur, on sait toujours comment ça se passe. On sait des gens qui cotisent, des gens qui ne cotisent pas. On connaît les différences de financement. Et même l'État, le gouvernement est très attentif. Je vous ai parlé du cas du Cameroun où la loi est assez rigide. Soit vous êtes une organisation à but non lucratif, soit vous êtes une entreprise, soit vous êtes un cabinet. Donc, il n'y a pas de tergiversation là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Il faut être très attentif. Restez soudés entre vous. Si vous êtes une association, restez soudés entre vous. Et le leader a un très grand rôle à jouer. C'est de ventiler la vision. Il faut ventiler la vision pour que les gens sachent où est-ce qu'on va. Ça fait atteindre en scène que quand l'attaque extérieure, c'est-à-dire quand l'œuvre va devoir être cassée de l'extérieur, qu'on sache que c'est la mort et on va pouvoir trouver les moyens pour les combattre, comme les pays que je savais ici tout à l'heure, pour prendre le cas des pays de la géopolitique. Merci Zidane. Je crois que merci. Très bien. Nous avons bien compris votre intervention et dans vos éléments de réponse, vous avez essayé de parler de la place de l'État aussi. Et touchons maintenant à ce problème. Quelle est, selon vous, la place de l'État ou bien du ministère chargé de la culture, l'impact dans vos différents pays? Vous pouvez nous partager brièvement vos expériences de là où vous êtes. Quel est l'impact du pays ou bien du ministère de la Culture sur vos différentes associations dont vous faites partie? Est-ce que ces impacts sont toujours positifs ou négatifs ou bien vous pouvez brièvement nous partager ces impacts-là? C'est juste un partage pour que ceux qui nous suivent aussi en ligne peuvent découvrir peut-être que vos expériences vont essayer aider d'autres associations à grandir ou bien à constituer une force pour elles-mêmes. Donc, je donne la parole pour au moins 2 minutes à chacun de préciser cette question. Je vais commencer. Au niveau de la Côte d'Ivoire, d'une façon générale, nous estimons que l'image que nous avons du ministère de la Culture et de la Francophonie, qui est le ministère de tutelle, est bonne. D'autant plus que au sein de ce ministère, il y a une direction centrale qui est chargée de l'industrie du livre et de la promotion de la lecture. Cette direction est vraiment à l'écoute des associations qui sont dans le domaine du livre, que ce soit les éditeurs, les libraires, les écrivains. C'est vrai que nous avons des doléances qui sont sur la table du ministre, de la ministre, mais il faut être franc, cette direction est vraiment proche de nos activités. Elle essaie de comprendre nos réalités et de nous accompagner dans la mesure du possible. Nous avons aussi eu, par le passé, un ancien président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui a été ministre de la Culture et qui était aussi assez regardant de tout ce qui se passait au niveau de la chaîne du livre. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que chaque année, nous organisons en Côte d'Ivoire le Salon international du livre d'Abidjan. Et c'est un salon qui vraiment rencontre beaucoup de succès. C'est un salon qui est essentiellement soutenu par le ministère. Et tout le monde y tire son compte, que ce soit les libraires, les éditeurs, comme les écrivains. Pour finir, le ministère a lancé une nouvelle initiative qui est le Salon du livre pour enfants et adolescents. Donc, en marge du SILA, qui est le Salon du livre d'Abidjan, il y a maintenant le Salon du livre pour enfants et adolescents. Tout ça dénote de la volonté de vraiment accompagner ces associations qui sont dans le domaine du livre. Mais encore une fois, je rappelle qu'il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, depuis des années, nous sollicitons le ministère pour nous aider à avoir un siège. Parce que l'Association des écrivains du Côte d'Ivoire a longtemps été SDF. Nous avons erré, nous faisions nos réunions de bureau dans des domiciles fixes.
mais c'est resté lettre morte au niveau du ministère. Par la suite, les membres de l'association se sont cotisés pour que nous puissions avoir un siège. Et nous avons un siège depuis 2025 grâce aux cotisations des membres de l'association qui non seulement payent le loyer, payent le personnel que nous embauchons au niveau du siège. Vous voyez un peu la puissance de l'union, la puissance de l'union. On espère que le ministère, voyant cela, va nous venir à la rescousse parce que au-delà des cotisations standards, il y a encore les cotisations pour le siège. Donc, je ne sais pas si j'ai assez bien répondu. Merci voilà, c'est ce que pour la Côte d'Ivoire. De nous avoir plongé dans la découverte de ce qui vous concerne. J'ai une petite question. Est-ce que le droit d'auteur est reconnu dans votre pays? Le droit d'auteur littéraire, bien sûr, est reconnu. Oui. Est-ce que c'est reconnu et rémunéré? Oui, il est reconnu et rémunéré. Et l'organe qui s'en occupe s'appelle le BURIDA, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Et c'est un organe qui est vraiment très bien organisé, ce qui fait que non seulement nous percevons les droits d'auteur, mais nous percevons aussi les droits voisins en rapport avec l'exploitation de nos œuvres. Donc, je pense qu'à ce niveau, je dois tirer mon chapeau au BURIDA. Donc, il y a de quoi verser pour soutenir la force de l'association. Oui, Clarisse, on vous écoute. Chez nous, sur la Guinée, il y a beaucoup à dire. Parce que durant ces dernières années, la Guinée est en perpétuelle évolution dans le monde littéraire. Et nous avons vraiment de très grande qualité, de très grande envergure. Je vais commencer par les 72 heures. C'est une activité qui est vraiment connue et le ministère de la Culture est très impliqué dans les activités littéraires du pays. Et ce qui plaît le plus, c'est que le ministère actuellement prend plaisir à booster les nouvelles têtes dans la littérature guinéenne, les nouvelles femmes, on leur donne la force. Et figurez-vous qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons les deux plus jeunes écrivaines de l'Afrique de l'Ouest en Guinée et qui sont des vraies pépites. Le ministère de la Culture joue un rôle très crucial dans l'avancée de la littérature guinéenne, franchement. Et nous avons beaucoup d'activités. Nous avons le FILA, le festival qui vient de se tenir à Zérékoré. Nous avons le festival du Milo. Nous avons les 112 heures du livre. Nous avons plein d'autres activités. Nous avons le SALEC qui sont connus internationalement. Et franchement, c'est vraiment très bien ce qui se passe ici, dans la littérature guinéenne. Et je vois qu'il y a un problème de réseau avec Clarisse. Peut-être qu'elle n'est pas avec nous pour le moment. De toute façon, pour ne pas mettre un temps de silence, Kadio, tu peux relancer ton micro et puis on t'écoute. Oui, en attendant que Clarisse nous revienne. Clarisse nous revienne, oui. Voilà. Donc, en fait, je vais directement répondre à la question et pour les 2 minutes qui nous sont imparties. C'est bien d'apprendre les autres. J'ai appris de la Côte d'Ivoire, je viens d'apprendre de la Guinée-Conakry. Monsieur le modérateur, j'ai aussi beaucoup aimé apprendre de la Centrafrique, mais bon. De la Centrafrique. Voilà, modérateur aujourd'hui, peut-être intervenant demain. On l'espère. Oui, bien sûr. Ensuite, oui, comme je l'ai dit dans mes propos, nous avons 2 tutelles. Au Cameroun, il y a 2 tutelles. La tutelle administrative et la tutelle technique. Donc, quand vous êtes une association au Cameroun, il y a une loi. La loi, tant toutefois, embourbé les internautes qui nous suivent sur la littérature juridique en matière d'association au Cameroun. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une loi qui gouverne les associations. Et cette loi est portée par le ministère de l'administration territoriale, techniquement, je veux dire administrativement. Quand vous créez une association, vous partez légaliser donc cette association au niveau de la préfecture.
Et là, je crois que la partie administrative s'arrête à ce niveau-là. Puisque une fois que vous avez votre récépissé de déclaration, vous déclarez votre association. Une fois que vous avez ce récépissé, à travers les services de la préfecture, ils ont déjà suffisamment fait. Vous ne pouvez que venir apporter les différents changements qu'il y a eu dans le bureau pour l'éventuelle mise à jour de votre fichier. Alors, ce qui va donc mieux nous intéresser ici, puisque nous parlons du domaine des associations littéraires, c'est la tutelle technique qui, comme tous les autres ici, c'est le ministère en charge, je préfère dire, le ministère en charge des arts et de la culture dans différents pays, il y a différents noms. Au Cameroun, c'est le ministère des arts et de la culture, en abrégé, le MINAC. Alors, le ministère des arts et de la culture, elle a, je pense, il y a environ, je pense, il y a 6 ans aujourd'hui, 6 à 7 ans aujourd'hui, en 2019, elle a engagé un projet de restructuration de son domaine des arts et de la culture. Parce qu'il faut dire, le domaine des arts et de la culture, c'est un domaine assez diversifié. Il y a non seulement les arts littéraires, il y a aussi les arts culinaires, le niveau des arts de la danse, la pharmacopée, il y a l'écriture, il y a l'audiovisuel. Et vous voyez un peu, c'est tout cela qui fait le ministère des arts et de la culture. Et à travers ce programme de restructuration, on a donc créé le pôle des arts littéraires dans lequel Pauline Ngongo va bien se retrouver avec le SAPLO, le salon de promoteurs littéraires online. Et à côté du pôle des arts littéraires, je suis invité ici en tant que président de APK. Et APK, c'est une association de bibliothécaires. Donc, nous avons le pôle des bibliothécaires. Et comme notre message, je parlais de vision tout à l'heure, dans un événement comme celui-ci, je pense que le message passerait moins ou passerait incomplet si je ne signale pas l'importance des bibliothécaires dans la chaîne du livre. Pauline, ici au Cameroun, elle le sait très bien. Nous nécessitons de marteler. Elle-même, elle est d'ailleurs bibliothécaire. Elle n'est pas écrivaine au sens, en tout cas, peut-être que je la connais. Et ce que nous essayons de rappeler, c'est que tant que les écrivains écrivent, si les écrivains font leur travail, les éditeurs font leur travail, les libraires, tout ce beau monde de l'industrie du livre fait le travail, et que le bibliothécaire, qui est un peu comme le commerçant ou celui qui est chargé de diffuser ne fait pas ce travail, il y a un problème. Donc, le bibliothécaire joue un rôle central dans la chaîne du livre. C'est très important de le révéler. C'est pour ça que je travaille avec vous, les auteurs, je travaille avec les slameurs et la bibliothèque d'ailleurs. Si vous sortez un ouvrage, ce n'est pas pris dans une bibliothèque. Il y a d'ailleurs ces canaux d'acceptation de l'ouvrage. Vous comprenez que vous avez encore du chemin à faire. Donc, le ministère des Arts et de la Culture a pris dans cet ensemble à restructurer le domaine et chacun se sent bien dans son assiette. Il encourage, il donne les prix. Colite a, par exemple, reçu le meilleur prix littéraire de promotion littéraire. Je pense que c'était l'année dernière. Cameroun, bon, à PETCA, je dis toujours, nous avons été créés pour primer, pas pour être primés. Nous attendons pas les prix. C'est nous qui voulons donner les primes, c'est nous qui voulons récompenser ceux qui font ce bon travail. Là, nous avons la CBK, la Semaine des bibliothèques du Cameroun, où nous organisons la prochaine édition en novembre 2026 prochain. Et ça, c'est sous la tutelle du ministère des Arts et de la Culture, et qui n'hésite pas à mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires, jusqu'à la limite, entre guillemets, de leurs possibilités, pour accompagner les initiatives dans le domaine littéraire. Donc, voilà un peu au Cameroun, dans l'ensemble, tutelle administrative et tutelle technique. Merci. Ok, merci pour vos réponses. J'aimerais encore accentuer un point sur cette question. Connaissons le fonctionnement de nos gouvernements en Afrique? Si dans le cas où une association littéraire est engagée du genre critique contre le gouvernement, est-ce que vous pensez que ça ne sera pas la guerre de cailloux contre l'œuf dans le cas où l'association littéraire est engagée? Quelles seront les conséquences selon vous? C'est-à-dire une critique contre le système du gouvernement, le système de la gouvernance, la gérance du pays, et ainsi de suite. Vous avez compris la question. Je vois Hervé qui sourit. Ça veut dire qu'il est prêt à bondir sur la question. Je vous écoute. Oui. OK. Bon, je vais faire bref. Il y a beaucoup à dire, mais je vais faire bref. Bref, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. C'est ça. Il faut faire la part des choses. Lorsqu'on est association littéraire, on a plusieurs sensibilités en son sein. Et donc, tout
les partis politiques, tous les penchants politiques peuvent se retrouver dans l'association. Donc, avant de prendre position en tant qu'association et donc portée par le bureau, il faut vraiment s'assurer que la base est en adéquation avec ce qu'on veut dire. D'où l'intérêt de faire très attention à certains sujets qui touchent à la politique, à la religion. Et je pense qu'il y a un troisième sujet qu'on évite d'évoquer au sein de notre association au niveau de l'AECI. Voilà. Maintenant, dans l'association, il y a des individualités. Et c'est ça, c'est quelque chose que je déplore. Les individualités peuvent se prononcer selon leur penchant politique. Mais souvent, lorsque ces individualités font partie du bureau, de l'instance qui dirige l'association, on prête leurs propos à toute l'association. Et là, s'il y a des conséquences, c'est toute l'association qui subit. C'est toute l'association qui subit. On a eu des cas comme ça par le passé où on avait des responsables associatifs qui étaient très affirmés politiquement, mais dès qu'ils disaient quelque chose, on renvoyait cela à l'association et l'association prenait les pots cassés. Donc, il faut faire la part des choses. Je pense qu'il faut que les gouvernants soient assez matures pour comprendre que quand un individu se prononce, même s'il est responsable d'une association, il se prononce sans sa casquette de responsable d'association, il ne faudrait pas faire l'amalgame. Sinon, ça biaise beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, d'accord. Donc, pour vous, l'association littéraire ne doit pas avoir un but politique ou bien ne doit pas être critique contre le gouvernement. Bon, c'est vraiment délicat. J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Ok, d'accord, c'est compris. C'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat. On écoute Kadio et puis on peut revenir sur cette question. Kadio, tu es avec nous? Je vois que Kadio, vous êtes là, vous nous recevez. Je vois que Kadio aussi a peut-être un problème de réseau qui nous répond pas. Je vois que votre précision là est vraiment importante parce que une association littéraire qui dit la littérature doit refléter ce qu'on vise. La littérature doit aussi porter sur la réalité quotidienne du pays où elle se trouve. Et puis, quand on se met en association, on a des objectifs. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure, comme nous sommes maintenant à deux, vous pouvez essayer de donner un élément de réponse par rapport à cette question. Est-ce qu'il est interdit à une association d'avoir des visions ou des buts politiques? D'accord. Si cela est bien spécifié dans ces tests, je dirais oui. Mais dans le cas où on s'interdit déjà dans les tests d'aborder ces sujets, et les trois sujets au niveau de l'association des écrivains sont la politique, la religion et les questions de genre, c'est-à-dire l'orientation sexuelle des uns et des autres. On s'interdit vraiment de se prononcer sur ces trois sujets au sein de notre association parce que ce sont trois sujets qui divisent et qui peuvent nous réfréner dans nos objectifs que nous avons. Donc, encore une fois, je le dis, si les textes de l'association le permettent, il n'y a pas de souci parce que le bureau a investi pour fonctionner en fonction des textes de l'association. Mais dans le cas où c'est proscrit dans les tests, l'association n'a pas à se prononcer sur ces sujets. Ok, merci beaucoup. Donc, tout dépend du but que l'association s'est fixé pour atteindre aussi de la vision de l'association. Donc, je vois que vous avez essayé d'être un peu neutre parce que il y a aussi la voix extérieure et puis c'est un débat qui se passe en ligne et puis il y a aussi des gens qui nous écoutent. Voilà, merci. Je vois que Kadio est avec nous. Vous avez compris la question du début. Je demandais de savoir si une association politique peut être aussi critique. Quand l'association littéraire est critique et politique, ça ne sera pas comme la guerre de l'œuf contre le caillou. Qu'est-ce que vous en dites, Kadio, avant de terminer ce débat, parce que on tend aussi vers la fin. C'est pas souvent facile d'écouter les écrivains. Ils ont souvent des tenues, des figures de style, des métaphores. J'ai en face de moi les écrivains, que ce soit Hervé ou Dan, s'il vous plaît, parlez en français où les internautes vont facilement comprendre, parmi lesquels moi j'en fais partie. Je n'ai pas bien suivi la question, s'il vous plaît. Oui, la question, j'essaie de formuler d'une autre manière.
quand on se met en association littéraire, il y a des buts. Il y a des buts à atteindre. Et maintenant, quand dans une association, est-ce qu'on peut se fixer des buts politiques ou bien pas des buts politiques, on dirait, pour être une association politique, mais est-ce qu'on peut être critique contre la politique? Est-ce que notre association peut être critique contre la politique? Voilà. Oui, oui. Ah, oui, Zidane, je pense que c'est comme si cette question, je l'attendais. Et j'aime bien cette question parce que c'est une question que beaucoup de personnes esquivent. Pourtant, c'est une question existentielle. Non, le leader nationaliste de notre pays, au nom de Robert Mugabe, il est bien connu qu'il était assassiné par l'armée coloniale en 1958. Il nous disait toujours que la politique touche à tout. Et tout touche à la politique. Je répète, la politique touche à tout et tout touche à la politique. Donc, ne pas faire la politique, il disait même que ne pas faire la politique, c'est refuser de vivre. Voilà. Donc, il faut comprendre, quand on parle de politique, nous devons comprendre que les acteurs littéraires ne sont pas épargnés. Ce n'est pas une question des hommes qui ont fait, chez nous, à l'école d'administration des magistratures. Ce n'est pas pour les affaires de ceux qui ont fait sciences politiques. Les hommes littéraires doivent entrer en politique. On serait naturellement flatté de voir des littéraires être présidents de la République. Et je pense que ça aura même un impact, puisque nous sommes dirigés par les hommes qui ont fait droit, ils ne comprennent rien de la littérature, ils n'écrivent même pas. Et ils se moquent de nous quand ils voient le travail de promotion littéraire qu'il faut au quotidien. Au contraire, ce sont tous qui nous décourager et nous disent que la littérature, ça ne sert à rien. C'est parce qu'ils n'ont pas encore pris des nuits blanches, par exemple, pour un auteur, comprendre ce que c'est que des nuits blanches, écrire, saigner sa famille, saigner ses propres besoins parce qu'on veut produire quelque chose pour la postérité. Donc, j'encourage fortement, si c'est possible, de se lancer en politique, mais pas faire de la politique politicienne parce que là, au Cameroun, comme je dis, soit vous êtes une organisation à but non lucratif, soit vous êtes un cabinet, soit vous êtes une entreprise, soit vous êtes un parti politique, soit vous êtes même encore une ONG, étant donné que même une ONG n'est pas une association au Cameroun. Si oui, c'est une association qui est régie par encore un autre texte législatif. Donc, vous voyez que si nous voulons être des associations politiques, pour faire de la politique, j'en vois moi-même d'ailleurs. Je suis un homme politicien, mais pas encore de façon officielle, mais je n'hésiterai pas à saisir la politique pour atteindre mes objectifs. Et je vous encourage. Donc, Monsieur Zidane, votre pays fait la une en Afrique centrale. Nous sommes tous en Afrique centrale. Je n'ai pas encore visité la Centrafrique. Voilà, mais vous connaissez passer de la plume au décret ou aux lois. C'est-à-dire, désormais, c'est vous qui signez, n'hésitez pas. Pareil pour Hervé, j'aime bien l'Afrique de l'Ouest où c'est un pays où il faut se dire si la démocratie existe réellement. C'est un pays où on croit. En Afrique de l'Ouest, on peut facilement croire. On a vu en Guinée-Conakry avec Dadis Camara. On voit aujourd'hui au Sénégal avec Diomaye Faye. On voit aujourd'hui au Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Vous voyez, de ce côté-là, ça respire. On a vu Georges Weah, un footballeur devenu président. En Afrique de l'Ouest, ça respire. Donc, on peut respirer, on peut croire. En Afrique centrale, ça reste encore un mystère. Mais en tant qu'écrivain, vraiment, ne nous décourageons pas. Passons de la plume pour les pages blanches, pour prendre de la plume, pour signer les décrets, pour signer les lois. Merci beaucoup à vous et je vois que nous avons déjà débordé avec le temps. Je vous remercie pour votre présence, pour vos différentes interventions et aussi merci à la collègue qui nous a tous réunis et je pense que ça ne sera pas aussi le dernier débat et qu'un jour on va toujours se retrouver. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos différentes interventions. Et pour finir, juste quelque chose à dire. Qu'est-ce que vous voulez, un message à lancer à ceux qui nous écoutent ou bien à ceux qui vont regarder notre live ultérieurement parce que c'est enregistré et après publié sur la page de l'Acolyte et aussi sur YouTube. Un dernier mot à dire à ceux qui sont en association ou bien à ceux qui nous écoutent et qui veulent s'engager en association? Hervé, je vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Rapidement, je vais faire 2 adresses. La première à l'association Acolyte et à ses partenaires pour l'organisation du SAPLO.
Je vous félicite pour l'initiative et véritablement, sachez que l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire est dorénavant votre partenaire. Il faudrait que pour les prochaines éditions, nous soyons en amont dans l'organisation parce que c'est quelque chose à encourager. Donc, vraiment, chapeau bas et puis bonne continuation. À ceux qui nous écoutent, c'est vraiment continuer à faire la promotion de la lecture de façon générale parce que il n'y a que par la lecture qu'on peut mieux éduquer une nation. Il n'y a que par la lecture qu'on peut mieux éduquer une nation. Vous verrez même dans le système éducatif, on passe par la lecture. On passe par la lecture pour éduquer notre jeune génération. Donc, les écrivains africains, lisez-les, ça vous permet de voir ce qu'ils vivent au quotidien, de connaître les réalités des cultures de vos contemporains africains. Et vraiment, merci pour le soutien que vous nous apportez en nous encourageant à perdurer dans notre vision. Donc, merci beaucoup, chers modérateurs. Ce fut un moment agréable. Merci à mon co-débatteur qui est toujours connecté. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. On vous écoute. Oui, Hervé, merci Hervé, merci à Zidane. Pour le mot de la fin, en fait, je vais juste reprendre ce qui, pour moi, constitue le résumé de ce thème, association littéraire, l'union fait-elle la force. Ce sont trois choses. Bon, si pas on va dire proverbe ou on va dire quoi, mais tous les échanges vont porter sur ces trois proverbes ou sur ces trois sagesses. La première, c'est, et puis il faut que nous internautes ici, c'est l'union fait la force. Oui, l'union fait la force. Deuxième chose à retenir au terme de cet échange constructif pour moi, c'est seul on va plus loin. Non, seul on va loin. Non, je me répète, seul on va vite. Ensemble, on va plus loin. Je pense que c'est la bonne. Seul on va vite. Si vous êtes écrivain, vous êtes seul, vous irez très vite. Mais si vous voulez aller loin dans la prospérité, transverser les générations, il faut aller ensemble. Je vois qu'il n'est plus avec nous, donc en tout cas, merci beaucoup. Oui, il est là. Acolyte, je pense que comme je l'ai toujours dit, à chaque fois où on parle du livre, il faut m'inviter. C'est gratuit pour moi. Je sais mettre mes mots à disposition. Je sais même sacrifier mon emploi et temps. Tant qu'on parle du livre, partout où on parle du livre, je me sens disponible. Et je salue aussi les membres de mon association à PITCA. Ils sont connectés ils nous suivent depuis le Cameroun, depuis différents pays. Donc, salutations à tous les membres de l'association, à tous les partenaires aussi des acolytes. Acolytes, je sais, c'est pas facile des événements pareils. J'ai vu des nuits blanches à écrire à minuit, 1h, 2h du matin acolyte. Vraiment, courage à toi et à ton équipe, à tous les partenaires. Chacun a comme on disait, l'union fait la force. L'union n'est pas toujours matérielle, c'est aussi même spirituel, c'est aussi même énergétique. Donc, merci beaucoup et je pense que c'est le seul panel où j'interviens. Donc, rendez-vous à la prochaine édition. Et il y a beaucoup d'autres événements littéraires, que ce soit en Centrafrique ou en Côte d'Ivoire. Mathieu Kadio, je reste disponible. Merci beaucoup pour vos derniers mots et moi aussi pour finir, je remercie beaucoup Acolyte pour cette opportunité qu'il nous a donnée à nous tous, à moi personnellement aussi, l'invitation à ce débat. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.